Donc j'écris des livres, je le vis très bien, Benoît, d'écrire, d'être soit le porte-plume, il y a un mot en français qui peut être considéré comme péjoratif, mais que j'assume, qui s'appelle être le nègre d'un sportif, c'est-à-dire, pour mon cas, avec Vicente Lizarazu ou Yuri Djorkaeff, de les aider un petit peu, à structurer leur pensée, à l'organiser et à en faire une matière non pas littéraire, mais un objet qui dépasse le cadre d'une interview classique. Et en gros, c'est un exemple que je prends à la lueur de ce que j'ai fait donc avec Lizarazu, avec Djorkaeff, avec aussi un autre personnage que vous connaissez peut-être qui s'appelle Mourad Boudjelal, qui est président d'un club de rugby qui fonctionne bien, puisqu'il est champion de France et champion d'Europe, le président du rugby club toulonnais. Et pour les trois personnages dont j'ai été le nègre, le porte-plume, c'est en gros une trentaine d'heures d'entretien assez rapprochées. Donc c'est pas une séance de psychanalyse, mais c'est à peu près 30 heures d'entretien organisé pour leur faire comprendre que c'est pas simplement une interview qu'ils accordent, parce que ce sont des personnages médiatiques souvent, donc ils ont l'habitude de s'exprimer devant les médias, et il faut plusieurs heures d'approche pour dépasser le cadre d'une relation journaliste sportive de haut niveau, et pour instaurer un climat de confiance. Et donc c'est une bio, comme l'a dit Benoît, qui s'appelle une biographie autorisée. Donc ils racontent leurs failles, mais ils sont aussi ce qu'on appelle le final cut. Ils ont le pouvoir de retirer tout ce qui peut être pas flatteur. Ce qu'on essaie de leur faire comprendre parfois aussi, c'est que montrer aussi quelques failles et quelques points faibles, c'est pas mal, ça s'humanise un petit peu. Ça humanise. Coutume de dire que Coppi a révolutionné le cyclisme, l'a modernisé, c'est tout à fait exact. Mais Bartali l'a fait avant. J'ai trouvé dans les sources son obsession de la santé, de la forme. Donc il avait 4 rendez-vous par an, il appelait ça les rendez-vous stagionales, c'est-à-dire un par saison. Il allait voir son docteur, et puis il est allé aussi voir un docteur en Suisse, et il a été le premier à mettre en pratique les biorhythmes, c'est-à-dire les courbes qui montrent l'évolution des muscles, du cerveau et du sang. Et lorsque ces courbes se croisaient, il savait que c'était l'optimum. Donc ça, ce sont les... J'invite à écouter la conférence, le débat, qui va être animé par Dominique Bonneau, qui a suivi toutes les finales de Coupe Davis depuis 70 ans. Georges Degnaud, qui a suivi toutes les finales de Coupe Davis depuis 10 ans, et Kevin Botti, qui rêve depuis 50 ans de faire la finale de la Coupe Davis. Le plus grand moment de toute ma carrière, ça a été la finale de 1991, quand Yannick Noah est capitaine et que Forget, Lecomte battent Sampras et Agassi. Là, on parlerait d'une question de classement. Ils auraient dit, bon ben voilà, on va se prendre une trempe et puis on va rentrer chez nous. Or, ils sont partis avec vraiment un cœur tellement énorme et une notion de groupe et d'ensemble tellement fort que ça a produit beaucoup plus que leur propre niveau. Ils se sont transcendés. Ce que je trouve dommage dans cette finale, c'est que ce soit passé comme ça devait se passer sur le papier, et il n'y a pas eu cette notion de transcendance qu'on peut espérer en Coupe Davis. Peut-être pas en épreuve individuelle, c'est peut-être dur, mais en Coupe Davis, avec un groupe qui en veut à mort, on peut espérer ces moments-là, des espèces de moments magiques qui arrivent une fois ou deux dans une vie, et ça on l'a pas eu, et c'est pour moi une frustration. Ce joueur-là, je le vois jouer comme ci, comme ça, et il serait bien meilleur. C'est facile, mais le problème, c'est pas de lui dire joue comme ça, c'est de l'entraîner pour jouer comme ça. C'est de le pousser à oser jouer comme ça quand il joue contre un joueur moins fort, au risque de perdre. Je prends un exemple au hasard, un joueur que j'aime bien. Vous prenez Simon, il gagne tous les matchs contre les joueurs moins forts en jouant un jeu, je vais dire c'est pas péjoratif ce que je dis, en jouant avec un jeu cotonneux du fond du court jusqu'à ce que le type rate. Et quand il joue contre un grand joueur, on s'aperçoit qu'il ose prendre la balle plus tôt, qu'il prend des initiatives et qu'il leur fait des matchs comme ça. Et on le trouve aller à 5-7 contre 5-7 contre Nadal, prendre un 7 à Nadal et manquer d'une façon extraordinaire, je ne sais plus dans quel tournoi, les avoir battus les 3, je crois, une fois, enfin, parce qu'il joue ce type de jeu quand il a un mec plus fort et qu'il n'a rien à perdre. Et il se transcende. Très bien se transcender. Ça ne veut pas dire qu'il pourrait se transcender à coup de vie, mais c'est encore un autre problème. Par contre, faire des progrès, il faut les faire
pendant toute l'année en osant jouer les choses perfectives contre les joueurs moins forts. Et là, tu progresses. Et tu t'aperçois que des fois, les joueurs moins forts que tu battais 4 et 4, le jour où ça marche, tu leur mets 3 et 3 ou 2 et 2, etc. Puis de temps en temps, tu te ramasses. Il faut oser perdre. Ce qu'a fait Federer, il a osé perdre pour se régler, se mettre dans le coup, et il a réussi. À un moment donné, on voyait qu'il savait qu'il ne gagnerait pas à un autre moment, et on sentait qu'il se disait, s'il y a une brèche, je vais rentrer dedans. C'est aussi ça le tennis. Au Guido, ou comme vous voulez, on pense que ça va durer peu de temps, et en fin de compte, ça va être une guerre qui va durer, comme vous le savez, ça va être une guerre terriblement meurtrière, ça va laisser 1 400 000 Français sur le terrain, enfin les chiffres sont hallucinants. Donc c'est quelque chose de dur, on sait, et comment se fait-il qu'en 1919 on crée la Fédération Française de Football? J'ai voulu savoir, j'ai commencé à rechercher, c'est une recherche purement cognitive pour savoir, et non seulement je ne trouve rien, mais je constate que la Fédération de rugby et d'athlétisme sont créées en 1920. Donc je me dis, c'est pas un hasard pendant quasiment 3 ans. Que font nos grands-pères? Ils sont en 3e ligne, ils sont en 2e ligne, ils sont en 1re ligne. En 1re ligne, c'est l'enfer. La 1re ligne, on le sait, ce qui se passe dans ces tranchées. Donc lorsqu'on apaise un certain temps, on retourne à l'arrière de cette zone du front, on se repose. Et c'est là qu'intervient la mise en place étonnante du sport, c'est que très vite, nos poilus, ils sont dans l'inaction, ils sont... Ça, je le vois apparaître dans les courriers. Je m'ennuie, je m'embête, je m'emmerde, enfin, une technique de la vie. Et pour vaincre cet ennui, quelques poilus vont avoir l'idée d'initier d'une façon spontanée leurs camarades de misère à ces activités que beaucoup ne connaissaient pas. En 1914, sur une population de 41 millions d'habitants, on estime à 400 000 le nombre de pratiquants sportifs, c'est-à-dire de personnes qui pratiquent une activité physique avec compétition. Donc, ce circuit cycliste des champs de bataille il se déroule, il s'achève à Strasbourg. Au bout de cette étape, il y avait une journée de repos, sauf pour Paris, où il y a eu 2 journées. Ce qui veut dire que les coureurs qui étaient arrivés dans la nuit, voire le matin, après à Amiens, ont eu quelques heures de repos la fin de la journée, début de la nuit, ils partaient vers 2 heures du matin, quelques heures de repos pour se remettre de cet enfer, parce que ce fut vraiment un enfer. Donc, on s'est retrouvé avec ce sport qui avait plein de qualités, mais aussi qui avait des défauts, c'est-à-dire l'arme de guerre, le fait qu'il était très difficile à mettre en logistique, et pourtant il y avait des gens qui militaient pour qu'il devienne un sport olympique à part entière, et c'est venu avec pas mal de sens de la communication du président de la fédération d'alors, qui a expliqué au CIO et à l'intraitable président du moment, qui était Avery Brundage, le monsieur qui notamment a expulsé Karl Schranz des Jeux en 72 et qui faisait pas vraiment dans la dentelle en général avec un certain nombre de règles. Il lui a tout bonnement expliqué que le biathlon c'était le plus vieux sport du monde, en disant bah oui, c'est le sport que les hommes préhistoriques dans la neige avec un arc pratiquaient. Et puis finalement l'idée a fait son chemin et ce sport est devenu un sport olympique. Et puis moi c'était surtout, je dis, le coup de m'amuser, d'essayer une carabine, et alors quand j'ai essayé la carabine, ça a été la révélation, quoi. C'était tellement, voilà, c'était David Crockett, quoi. C'était un peu tout ça. Et ce jeu, mais pour moi, mais je ne pensais plus qu'à ça, quoi. Plus que le moment où j'allais pouvoir partir le mercredi, faire du tir. Et surtout, je pense que ce qui a été une révélation, c'est le jour où le comité de Savoie, qui possédait les armes à l'époque, quoi, te propose une arme de biathlon pour t'entraîner, quoi. Et la première fois, tu vas skier avec un fusil sur le dos. Alors ça, c'est au milieu de la forêt. C'était un bramant entre les arbres. Là, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Un état psychologique qui rend difficile le tir. Parce que, on me dit, à l'entraînement, des fois, on arrive mais dans des états pas possibles. Et puis, les cibles, elles descendent toutes seules, alors qu'il y a le cœur qui est à 200. Et en course, il n'y en a pas une qui descend parce que derrière, on se dit, ah, il y a un podium au bout. Ah, bah non, il n'y a plus de podium au bout parce que tu y as trop cru, tu y as trop réfléchi. Et moi, je suis persuadée que le tir, c'est à cause, enfin, et grâce à ça, en même temps, qu'il est aussi difficile en compétition. C'est pas vraiment l'effort physique. Pour quelqu'un qui va
qui va essayer une fois comme ça, c'est sûr que ça va le rendre très difficile, mais avec l'entraînement qu'ont tous les biathlètes, il devient normal.